Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, pour un contenu qu'on trouve peu sur Internet et pourtant, ça intéresse de nombreux parents, en tout cas ceux qui sont dans mon entourage, ça les intéresse vivement, ceux qui sont dans l'entourage de Fabien et de Rémi qui sont ici présents, c'est le cas aussi. Et alors, tout de suite, je vous dis, on va parler de finances pour les enfants. Voilà, comment leur transmettre ce que nous, on a pu apprendre sur le tard, ou c'est l'intérêt de mes deux intervenants ici, avec d'un côté quelqu'un qui veut transmettre à ses enfants et Rémi qui, lui, a eu cette culture financière qui a été intégrée dès le début dans en éducation, et bien de parler de cette thématique, de comment transmettre cette culture-là et ces bonnes pratiques que l'on essaye de mettre en œuvre au maximum aujourd'hui dès le plus jeune âge pour leur faire gagner du temps. Et je suis donc très heureux d'accueillir Fabien Piombini et Rémi de Varenne qui ont tous les deux écrit des ouvrages et publié des ouvrages qui parlent justement de cet aspect finance pour les plus jeunes. Donc, si vous êtes parent, si vous avez compris à quel point c'est important, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura beaucoup de valeur dedans. Encore une fois, un type de contenu que l'on trouve très peu sur Internet. Et juste avant de continuer, je voudrais faire un instant propos pour ma liste email privée. Vous avez le lien qui est en description, en commentaire épinglé. Je publie des contenus exclusifs et aussi des opportunités d'investissement. Donc voilà, si vous voulez pas rater la prochaine opportunité, je vous invite à vite vous inscrire. Et je vais laisser maintenant la parole à mes deux amis présents ici aujourd'hui, Fabien et Rémi, pour qu'ils puissent se présenter. Rémi, si tu veux bien nous dire voilà, qui tu es et parler donc et dévoiler le titre du livre que tu as écrit. Bien, Rémi de Varenne, du coup conseiller en gestion de patrimoine indépendant, investisseur, fondateur également du logiciel Value Investing Screener. Je suis spécialisé dans l'allocation de capital en bourse notamment, et j'ai arbitrairement également hérité des quatre piliers de capitaux de Bourdieu, donc social, culturel, symbolique et économique. Et dans le livre Enseigner l'argent à vos enfants, je transmets ce qui me semble être des bonnes pratiques pour transmettre finalement une bonne éducation financière à ses enfants par le biais notamment d'ateliers de mise en pratique pour des enfants de 3 à 18 ans, tout simplement. Ah, donc on peut voir ici, c'est disponible sur Amazon, le livre. Je mettrai le lien aussi en description, bien entendu, des deux livres. Donc là, on voit le livre Enseigner l'argent à vos enfants de Rémi. Et donc, Fabien, si tu veux bien te présenter à ton tour. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fabien Piombini. Donc, j'ai 38 ans. Je suis formateur de métier pour des logiciels spécialisés dans la grande distribution. Et donc, j'interviens dans le cadre de cet échange suite à la création du livre de la gestion de l'argent pour les enfants, où le but, en effet, c'est tout simplement d'inculquer une bonne base financière aux enfants de 3 à 10 ans avec un ouvrage dédié vraiment aux enfants. Voilà, qui va en complément du livre de Rémi. Excellent. On peut voir donc là aussi, vous l'avez aussi disponible sur Amazon et automatiquement produit, fréquemment acheté ensemble, comme quoi voilà, la relation par le biais de cette vidéo, l'algorithme d'Amazon a trouvé pertinent de le faire aussi. Et comme vous le voyez, on trouve assez peu de contenu, hein. On a juste un livre en plus sur la thématique. Donc encore une fois, et pourtant, c'est un sujet qui est de préoccupation. En tout cas, moi, c'est un sujet de préoccupation. Je sais que c'est aussi le cas pour Fabien. Je ne doute pas que Rémi, ça sera le cas pour lui quand il aura lui-même des enfants. Et pour beaucoup de personnes de notre entourage. Alors, pour vous dire un peu les sujets que l'on va aborder. Alors, on a prévu un ensemble de questions auxquelles on va répondre. Je vais vous les donner de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans la vidéo. Vous avez une timeline aussi de disponible hein, si vous voulez aller directement à une question spécifique. Voilà les sujets qu'on va aborder. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'enseigner la finance aux enfants? À quel âge pensez-vous qu'il est approprié d'introduire des concepts financiers aux enfants? Quels sont selon vous les concepts financiers de base que chaque enfant devrait comprendre? Comment expliqueriez-vous l'importance de l'épargne et de l'investissement à un enfant? Comment les parents peuvent-ils rendre l'apprentissage de la finance plus attrayant et intéressant pour leurs enfants? Alors via vos livres bien évidemment déjà, et il y a certainement d'autres outils que l'on pourra évoquer.
Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez les parents faire quand il s'agit d'éduquer leurs enfants sur la finance? Pouvez-vous partager des ressources ou des outils qui peuvent aider les parents dans l'éducation financière de leurs enfants? Et enfin, pouvez-vous partager une histoire personnelle sur la manière dont l'éducation financière a eu un impact positif dans votre vie? Voilà pour l'ordre du jour de cette vidéo et on va pouvoir attaquer avec donc notre première question. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'enseigner la finance aux enfants? Qui veut prendre la parole? Comme tu veux, Rémi. C'est toi qui. Ça fait un petit peu question pour un champion. C'est vrai. Oh, bah, C'est le buzzer. en premier élément de réponse, je dirais que notre prospérité finalement en tant que nation dépend de la prospérité financière de chaque individu. Et donc c'est de ce point de vue-là, c'est absolument essentiel d'investir dans l'avenir d'une nation en investissant dans l'éducation financière et inversement. C'est intéressant ce que tu dis. Il y aurait un paquet de gens en France qui ne seraient pas d'accord avec, avec cette position. C'est notre petit côté socialo-marxiste. Voilà. Et, néanmoins, bon, on a la chance de s'adresser quand même à une audience plutôt qualifiée sur déjà cet aspect-là. Donc, je pense qu'on ne se prendra pas trop de remarques de haters. Merci Rémi pour ce premier élément de réponse. Fabien? Bah, en complément de Rémi, moi, voilà, par rapport notamment aux actualités que l'on voit, par rapport à la réforme des retraites, je vois que ça va être de plus en plus compliqué pour les futures générations à se créer en fait leur propre retraite, à avoir une retraite de par l'État, on va dire, hein. D'où l'intérêt d'avoir une éducation financière dès le plus jeune âge pour avoir des bonnes bases, investir, épargner et du coup construire aussi sa retraite en fait, hein, ne pas attendre être dépendant d'un État qui pourra peut-être ne pas offrir justement une retraite que déjà certaines personnes ont, mais qui est compliqué à tenir dans le temps. C'est très juste, hein, cette absence d'éducation financière crée de la dépendance financière. Cette notion de dépendance financière, elle peut être associée à un job, à un État. Et ce que l'on souhaite, c'est justement les rendre indépendants vis-à-vis de cette dépendance. Mais cette absence d'éducation financière ne crée pas que ça d'ailleurs, hein. Le fait de ne pas avoir d'éducation financière peut emmener notre enfant à développer des valeurs un petit peu, en fait, ce que je pourrais nommer comme étant destructrices via un matérialisme excessif ou autre. De la perte de confiance aussi, parce que le manque d'argent peut induire de la perte de confiance. L'absence d'éducation financière peut amener également au surendettement, peut amener également à des conflits familiaux. Et le fait d'aborder très tôt ce sujet, finalement, permet de réduire ce genre de risques qui, de toute façon, seront inhérents dans le cadre d'une construction identitaire. Mais si on peut les réduire, c'est toujours mieux. Je rejoins pleinement sur le fait que, en tout cas, là, c'est un parti pris, je dirais, là, philosophique. Mais c'est, je pense, un pourquoi qui est à transmettre à nos enfants. OK, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser, ouais, d'avoir une appétence pour la finance, la compréhension des mécanismes qui régissent l'argent. Pour ma part, premier point, c'est effectivement d'être souverain, comme vous l'avez dit, hein, d'avoir une indépendance, en fait. La souveraineté personnelle nous donne de la liberté et nous donne des options, voilà, du choix, en tout cas. Et le deuxième aspect, c'est effectivement, c'est Tougen qui le dit régulièrement, Tougen Barra, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le chercher sur Google. Et il le dit, je trouve très justement, il a su mettre des mots sur des idées que j'avais déjà dans ma tête depuis quelques années. C'est un pouvoir de négociation face à l'aide. Voilà. Et alors, il le dit d'une manière plus crûment, en disant que c'est face à la connerie humaine. Et pourtant, c'est vrai. C'est voilà, c'est une zone tampon qu'on se crée entre des éléments extérieurs néfastes. Alors, je ne dis pas que ça peut amener des solutions à absolument tout, mais d'expérience, ça amène quand même des solutions à un paquet de trucs. D'ailleurs, plus ça va et plus je me dis, si c'est un problème que l'argent peut gérer, ce n'est pas un problème. Et Non, l'argent amène d'autres problèmes aussi. absolument, oui, oui. C'est ça, ouais. Et en effet, quand on peut résoudre ça avec un chèque, c'est toujours mieux. Ouais. Ah, c'est sûr, ouais. Et donc, et même de sa propre bêtise, quand effectivement, quand on fait une erreur, etc., ça nous donne aussi l'opportunité, quand on fait quelque chose, souvent, quand on fait une erreur, eh bien, quand même, il faut le dire, eh bien, les possibilités financières vont permettre d'aider à corriger la chose. Je prends un exemple tout bête, hein, mais typiquement, voilà, je fais une maladresse en voiture et je bousille la roue de mon véhicule.
Bon, bah, effectivement, là, c'est quelque chose où on a fait une erreur et ce qui va pouvoir réparer ça, c'est une réparation qui va coûter de l'argent et si on ne souhaite pas, solliciter l'assurance pour ça, ou qu'on n'en a pas forcément la possibilité, bon, bah, voilà, le fait d'avoir de l'argent disponible, bah, OK, bah, on paye, c'est réglé et puis c'est pas grave, quoi. Si on est juste tous les mois, et qu'on vit ça comme un drame personnel en disant: «Mais comment je vais faire pour gérer ça? J'ai un véhicule de bloqué, je ne peux pas me rendre à mon travail, le travail dont j'ai besoin pour pouvoir» enfin, bah, on a 2 spectres qui sont quand même très différents d'un point de vue vécu de la situation. Et je voudrais compléter ce que tu Très dis. c'était Et je voudrais compléter ce que tu dis vis-à-vis de ça, dans le sens où on n'a pas, comment dire, il n'est pas nécessaire de gagner des millions pour se retrouver dans cette situation de confort. La simple mise en place d'une épargne de précaution et une épargne de projet permet finalement de vraiment prendre du recul et de s'abstenir de beaucoup de risques. Et ça, c'est fondamentalement uniquement de l'éducation financière. Et quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui en dépense 11 000 est pauvre. Quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois mais qui arrive à en épargner 1 500, lui, et inversement, et qui en dépense 11 000, et quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois et qui en dépense que 1 500, lui se retrouvera dans une situation bien plus aisée. C'est Sénèque qui disait fort justement, le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut toujours plus. Et c'est extrêmement important de mettre en place des bonnes pratiques pour justement prendre du recul vis-à-vis de... Non, mais c'est important ce que dit Rémi parce que la mise en place vraiment d'un fonds Oui. de secours, c'est hyper important. Moi, je dis ça parce que j'ai pas forcément eu d'éducation financière. J'ai commencé on va dire, à apprendre il y a 4 ans et c'est vraiment quelque chose de base qu'on enseigne en fait, hein, quand on commence à un peu écouter ce qui se dit, à lire des livres, etc. C'est vraiment se payer en premier, se créer une épargne de sécurité, puis ensuite investir pour justement avoir de la liberté et voilà, atteindre des choses que l'on souhaiterait dans la vie. Et surtout que, en fait, déjà, alors à la fois, tu as absolument raison, Rémi, et il y a cet aspect de la manière. On peut gagner 10 000 par mois, mais en fait, être juste en permanence. Et d'ailleurs, souvent, on voit, c'est un de mes chevals de bataille, mais on voit aussi des entrepreneurs comme ça qui se retrouvent bloqués dans leur business parce que justement, ils ont eu une augmentation de leur train de vie qui a été directement corrélée à l'augmentation de leurs revenus et qui se retrouvent obligés, là où ils avaient construit un business pour être libres, à être prisonniers de celui-ci parce qu'ils sont aussi prisonniers de leur train de vie. Donc il y a tout à fait cet aspect-là. Et de la même manière, je voulais rebondir sur l'aspect chiffre. Effectivement, il n'y a pas besoin déjà d'être millionnaire pour être à l'aise, en fait. Rien que d'arriver à 10K par mois, ce qui est pas... Alors ça peut être difficile à entendre pour certains, mais qui est vraiment pas le bout du monde, quoi, en fait. En fait, ça donne déjà une latitude et la différence entre du 10K par mois et du 50K par mois, On n'a aucune en matière en de fait, niveau. Ça n'a rien changé à ma vie. Ouais. ça provoque pas. En fait, t'as juste plus d'argent pour investir, quoi. Enfin, T'as des courbes qui te démontrent ça, à quel point est-ce que finalement ton niveau de revenu, à partir d'un certain palier, n'augmente pas ton niveau de bonheur. absolument. C'est le palier annuel, c'est 120 ou 150. Oui, L'asymptote, elle est pas si haute que ça, hein. Ouais. Donc ça donne une target déjà effectivement de latitude personnelle et pour nourrir sa souveraineté qui est pas folle à atteindre. Et puis bien sûr combiner ça à des bonnes pratiques telles que une bonne gestion de ses dépenses et la mise en place, le déploiement d'une épargne de précaution. Sur cette question, est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez ajouter de votre côté ou on peut passer à la prochaine? Bon. À quel âge pensez-vous qu'il est approprié d'introduire les concepts financiers aux enfants? Voilà. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pertinent de, je sais pas, dès 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans? Il faut attendre plus? Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Bien. Donc, moi, je dirais que il faudrait commencer en fait l'éducation financière à peu près dans les âges de 3-4 ans, 4 ans, à partir du moment en fait où l'enfant commence à avoir un minimum de compréhension de chiffres, de langage en fait. Donc ça, c'est ce que je pense à mon niveau. Et après, bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un accompagnement au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge avec différents outils qui seront adaptés hein, au niveau du langage, des outils qui peuvent être mis en place. Mais pour moi, il faut le faire dès le départ parce que c'est comme les enfants, c'est comme des éponges en fait.
Donc, en fait, plus vite ça sera mis en place et inscrit dans leur tête, on va dire, et plus ça va devenir un réflexe automatique, comme se brosser les dents matin, midi et soir. C'est-à-dire que ça va vraiment être instinctif pour lui de réfléchir d'une manière bien précise, que ce soit pour gérer un budget plus tard ou autre. Alors après, que pense Rémi de ça, complément? Non, je te rejoins complètement là-dessus, hein. Dans mon bouquin, les premiers ateliers, ça démarre sur des tranches d'âge de 3 à 5 ans. En effet, tu ne vas pas introduire une notion de dette entre 3 et 5 ans, ni directement une notion de différence entre désir et besoin. Mais tu vas commencer par le concept de l'argent, la notion de l'échange, et chaque phase finalement de la construction identitaire, et selon également l'enfant que l'on a, parce que chaque enfant est différent, fera l'office de nouveaux ateliers. Et l'OCDE, qui a dernièrement émis un papier très intéressant sur le sujet de l'éducation financière, recommande, hein, d'aborder ce sujet-là le plus tôt possible. Donc dès que, en effet, l'enfant a, entre guillemets, l'intellect suffisant pour aborder ce genre de sujet, ne serait-ce que la notion d'échange, faisons-le, bien évidemment. Je suis complètement aligné avec ça. Bah d'ailleurs, mon enfant, moi, de 3 ans, on lui a acheté une petite caisse enregistreuse, tu vois, avec des petits billets, des pièces. Et c'est un bon début, en fait, pour un peu commencer à compter, à comprendre un petit peu l'argent. Bah, je donne une pomme et en échange, je donne de l'argent. Il passe la carte bleue. Donc, c'est un mécanisme où on commence à petit à petit. Donc, j'en suis là, moi, pour le moment. Là-dessus, d'ailleurs, je vous rejoins pleinement, hein, et on va avoir d'ailleurs dans les mois qui viennent, Rémi, un intervenant sur les neurosciences dans la communauté. Et j'échangeais avec lui, et en fait, il expliquait que c'est jusqu'à 7 ans que toute la partie inconsciente vient se construire, en fait, et que les messages les plus forts, les plus puissants, ceux qui vont déclencher des schémas comportementaux dont on n'aura justement pas pleinement conscience, mais qui sont nourris par toutes ces expériences jusqu'à 7 ans, eh bien, s'inscrivent à ce moment-là. Et donc, pour ma part, avec contextualiser, oui, c'est vrai que j'ai oublié, mais Fabien a du coup alors un fils ou une fille de 3 ans et demi? Un enfant, ouais, et un fils Un fils de de 3 3 ans et demi. Moi, j'ai deux petites filles d'1 an et demi et 5 ans et demi. Et pour ma part, en fait, je leur parle de ce que je fais, des investissements que je peux faire, de leur expliquer que bah voilà, les choses que l'on peut faire, les choses auxquelles on peut accéder, les moments où justement on a cette expression de la liberté, de cette souveraineté personnelle, bah, ça se fait parce que justement on a de l'argent de disponible, parce qu'il y a eu c'est le fruit d'un travail de plusieurs années, de mettre à la fois aussi en corrélation directe au quotidien le confort et les possibilités que l'on a avec bah, en fait l'origine de la chose, hein, qui est financière. Excuse-moi, mais toi, tu vis pas en France, hein, je le crois, hein. C'est ça? Île Maurice, c'est Vous êtes ça. étranger? C'est ça. On a, bah, typiquement, voilà, moi c'est un truc, on a la chance d'avoir pu aussi garder notre maison en France, dans le sud de la France. Et ça, bah, c'est quelque chose que je rappelle régulièrement à mes filles, en leur disant, bah voilà, on peut s'offrir ce luxe d'avoir une maison qui est quand même, bah voilà, il y a 300 mètres carrés, 1 hectare de terrain, c'est une très belle maison. On avait à la base prévu d'y rester longtemps, quoi. Et de pouvoir la regarder, c'est quelque chose qu'on peut faire, et d'avoir cette liberté-là, parce que bah, il y a des finances derrière, quoi. C'est pas magique. C'est important. Je te posais la question. Non, excuse-moi, je te disais, je te posais la question parce que c'est vrai qu'en fonction du pays où tu résides, bah, l'éducation financière, elle est beaucoup plus avancée pour les enfants que pour d'autres pays, quoi, comme en France. Tu n'as pas d'éducation financière en France pour les enfants à l'école, alors que dans d'autres pays, aux États-Unis ou au Danemark, par exemple, tu vas l'avoir bah, très rapidement. C'est vrai que dans des pays, dans certains pays, ça va être plus ancré, on va dire, dans la culture. Alors ici à Maurice, je dirais qu'on a une déformation dans le sens où, bon, il faut pas se leurrer, on côtoie surtout des expatriés, des gens qui, je dirais que sont investisseurs, entrepreneurs, avec une certaine vision de la vie, avec aussi la même volonté. Et c'est pour ça que j'ai une déformation dans mon entourage sur l'intérêt qu'il y a sur cet aspect-là de transmission, et de se demander aussi ok, bon, j'ai potentiellement une fortune transgénérationnelle, comment je transmets ça à mes enfants pour pas tomber justement dans le concept la génération d'après entretient le truc, la troisième génération tue le patrimoine et ça doit recommencer, quoi. Donc cette notion
même de construction dynastique, en fait. Et on a un ami en commun avec Rémi Cédric Froment qui a eu la gentillesse de nous transmettre ses recherches sur cette thématique qui était absolument fascinante. Et donc, je dirais que au-delà et ça c'est un point important, au-delà du pays dans lequel on est, on va revenir aussi à cette notion d'entourage et de l'écosystème personnel que l'on se crée. Et pour ma part, c'est quelque chose que je relis régulièrement, c'est que les enfants n'écoutent pas, ils regardent ce que l'on fait. Voilà. Et c'est ça qui va. Alors bien sûr, il faut aussi leur en parler, je pense, leur expliquer des notions qui pour eux n'ont aucune substance, sauf si on leur en donne, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, je l'ai lu plusieurs fois justement quand j'ai préparé le livre, c'est que vraiment le parent, en fait, l'enfant duplique vraiment ce que fait le parent. Et le parent, c'est vraiment la personne la plus importante pour l'enseignement de la gestion financière. Donc, il faut vraiment déjà avoir soi-même un minimum de base pour appliquer correctement ces éléments-là. Après, il y a effectivement l'aspect souvent pervers que l'on peut entendre, gosse de riche, ah mais du coup, il est né avec une cuillère d'argent, en mode, du coup, il n'apprécie pas la valeur de la chose. Alors, j'avais pas prévu de l'aborder, et là, du coup, je me tourne vers Rémi, qui est un exemple contrariant pour moi de ce que l'on peut entendre sur cet aspect-là, et qui, justement, est nourri par la même faim que nous en termes d'accomplissement personnel. Et ce qui fait que, à ce niveau-là, certains enfants vont, d'une même fratrie, d'une même éducation, vont développer cette faim, on va dire, et cet intérêt pour la finance et d'autres pas du tout. Je dois avouer que c'est un mystère. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Difficile comme question, enfin, d'autant plus que mes sœurs ont choisi des chemins très différents. En écho à ce que tu as dit, je dirais la pression dynastique, mais c'est plus une blague. Dernièrement, je discutais avec la mère de Aurélien, que tu as croisé, repreneur d'entreprise remarquable. Cette femme est multimillionnaire, et chacun de ses enfants le sont devenus. Mais elle ne leur a jamais donné un seul argent. Mais en revanche, elle leur a toujours dit, je ne vous file pas un sou, l'argent ça se gagne, ça ne se donne pas. Il n'y a qu'en France où on donne de l'argent, mais il vaut mieux pas être dans une situation où on t'en donne, parce que là ça veut dire que vraiment t'es mal en point. Et donc ils se sont retrouvés lui il s'est retrouvé à mettre un flipper dans un camping quand il avait 14 ans. Enfin, ils se sont retrouvés du coup à trouver des moyens de gagner de l'argent. Et je me souviens que, moi, à 13 ans, je me retrouvais à réparer le vélo de mes copains et je me faisais payer pour ça. À 14-15 ans, je me suis mis à faire de la maçonnerie au black. Pendant mes étés, j'ai vendu, je peins beaucoup, j'adore la peinture à l'huile, j'ai vendu mes premières toiles à 19 ans. Et il y avait cette réelle appétence aussi pour faire de l'argent en créant. Et je pense que le fait d'insister sur le fait que l'argent gratuit, ça n'existe pas et de ne pas donner d'argent, mais d'encourager ton enfant à en gagner, c'est un premier point. Mais ensuite, toutes les bonnes pratiques que l'on partage, entre guillemets, pour ne pas qu'il le dilapide d'une manière avec des, comment dire, pour du prestige ou autre. Ouais, pour compléter ce que dit Rémi, en fait, c'est que, en fait, à partir du moment où tu transmets des connaissances et des compétences à ton enfant, en fait, ça lui suffira, en fait, pour faire de l'argent, en fait, tout au long de sa vie, en fait. Donc, lui donner tout de suite de l'argent, ça peut éventuellement aider, mais il pourra, grâce à ses connaissances, à ses compétences, en développer lui-même de l'argent, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend dire justement que si tu enlèves l'argent à un millionnaire, tu le distribues à X personnes, en fait, les personnes, les 90% vont redevenir pauvres et le millionnaire va redevenir millionnaire de lui-même. En fait, parce que grâce à ses compétences et ses connaissances acquises. Je crois, moi, à ce système-là. En fait. Très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux pour vos points de vue là-dessus. Et ça va permettre d'enchaîner naturellement vers la question d'après qui est de, OK, les concepts financiers de base à transmettre à chaque enfant. En fait, que chaque enfant devrait comprendre. Alors, pour moi, le numéro 1, c'est vraiment la richesse n'est pas un montant, mais un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Ça, c'est vraiment le point le plus fondamental, selon moi, sur lequel on devrait tous insister, et enfin, pour les enfants, mais pour des adultes qui nous entourent aussi. Hein. La richesse n'est pas un montant. Quand on me demande est-ce que tu es riche, Rémi, ça ne veut rien dire.
la richesse, voilà, itération entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Et de ce point de vue-là, ça va. Mais je suis pleinement d'accord avec toi. Moi, j'ai une période de transition là entre avec l'expatriation, etc., où du coup j'ai des transitions d'un point de vue activité et sincèrement où je rognais sur le capital pour vivre, mais je savais que c'était transitoire. Mais sincèrement, c'était pas une expérience qui était particulièrement agréable. Ah ouais, c'est un truc qui me... Et par contre, ça m'a donné faim. Ça m'a donné vraiment de la motivation pour dire, ok, ben voilà, est-ce que je veux sacrifier, on va dire, le niveau de vie. En tout cas, moi, c'était le niveau de vie auquel j'aspirais et de manière qui soit tout soutenable, bien sûr. Et donc voilà, je me suis permis de faire ça pendant un an, mais au bout d'un an, à vrai dire, j'étais bien au-delà des objectifs que je m'étais donné en termes de rémunération, quoi. Je pense qu'effectivement, d'avoir ce souci-là, cette obsession de il faut que je fasse rentrer plus d'argent que ce qui ne sort, est un élément fondamental. Moi, pour compléter un peu la réponse, vos réponses, en fait, moi, je me focalise plus sur, en effet, la valeur de l'argent, donc aider l'enfant au quotidien pour lui apprendre la valeur de l'argent et en passant par plusieurs notions que bah, j'aborde justement dans le livre pour la tirelire éducative qui sont dépenser, économiser, investir et donner. Et en fait, permettre, grâce à chaque thématique, que l'enfant puisse comprendre en fait à ce dont en fait chaque partie sert. Parce que par exemple, quand vous donnez de l'argent pour un enfant, vous allez par exemple donner un petit peu d'argent pour aider les enfants à acheter des cahiers, etc. dans une école, dans un pays du tiers-monde, etc. En fait, l'enfant va, grâce à ça, avoir une bonne humeur, une sensation agréable en fait. Donc il faut que l'enfant puisse voir qu'en donnant en fait il récupère aussi de la gratitude en fait. Et donc ça c'est pour la partie donnée, mais après c'est toutes les autres parties où on va dire que chaque partie a vraiment un intérêt en soi. Ah oui, complètement aligné avec toi et dans cette notion de dépense, je trouve ça vraiment très important d'aller rechercher la différenciation, à différencier la dépense de besoin et la dépense de plaisir. D'ailleurs, tu n'as pas forcément besoin Désir. d'argent pour la notion de données, hein, parce que tu vois, tu peux faire du tutorat pour un camarade de classe, nettoyer une aire Tout à de fait, jeu tout à fait. sans forcément de l'argent et tu récupères de la gratitude des deux côtés, en fait. Et tout ne coûte pas de l'argent. C'est très important de se rappeler que d'aller à la plage en famille, enfin, c'est gratuit et mon Dieu, que c'est des beaux souvenirs en tant qu'enfant, quoi. Plus je vieillis, plus justement j'essaie de gagner en liberté pour avoir ce type de moment. Alors pour ma part, j'interviens aussi sur cette thématique. Déjà d'avoir un pourquoi, en fait, de faire comprendre à l'enfant que ok, juste gagner pour gagner, ça n'a pas d'intérêt, mais ce qui sera un grand moteur, un grand levier et déjà que ça va amener du sens, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et à la rigueur, je veux dire, il n'est pas obligé d'être en quête de toujours plus. Alors moi je suis dans ma quête de toujours plus, c'est parce que j'adore le jeu de l'argent en fait. Je kiffe ça, ça me fait triper. Mais on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Deuxième point, c'est vrai qu'on a parlé de donner des exemples d'enfants enfin toi-même Rémi par rapport à ce que tu faisais, où tu donnais de ton temps pour gagner de l'argent. Et je pense que c'est important aussi de leur transmettre qu'il n'y a pas forcément de corrélation. Tout à fait. Qu'ils peuvent très bien gagner beaucoup d'argent et que ça n'a pas forcément de corrélation avec le temps, les efforts ou la valeur qu'eux-mêmes peuvent percevoir de ce qu'ils vont apporter. La rigueur, la valeur perçue par les autres est plus importante que la valeur qu'ils ont l'impression que ça a, quoi. Donc ouais, pour ma part, il y a l'aspect décorrélation avec la pénibilité, l'effort et le gain qu'on va en retirer. Bon, avant de démarrer cet appel, on discutait, Fabien, du fait que tu avais ouvert pour ton enfant un compte titre. Et je trouve ça, dans cette idée, très intéressant, par exemple, d'y mettre des actions que l'enfant comprend. Par exemple, si tu mets 100 balles sur des actions McDonald's, ou 200 euros sur des actions McDonald's, et 200 euros que les grands-parents ont fait l'erreur d'offrir, si tu les mets sur des actions McDonald's, une fois par an, finalement, il peut s'offrir avec le dividende de l'action McDonald's
un Happy Meal. Il peut te l'offrir à toi en tant que parent. Ouais. Et c'est un truc qui est assez marrant parce que tu te rends compte que, en fait, ça se met dans une réalité, ça fait du concret. Pour ou contre McDonald's, c'est pas le débat, on s'en fout. Mais en fait, ça permet de mettre du concret sur ce que représente un dividende et un revenu passif. Je pense que toutes les personnes qui ont investi adultes, qui ont récupéré un loyer suite à une location d'appartement ou un dividende, ont eu la gratification d'avoir leur montant de la ligne sur leur compte en banque et ça fait toujours quelque chose, je pense, la première. Très intéressant le fait que tu parles de gratification parce que selon moi, toute cette notion d'éducation financière, ça peut se résumer en 2 mots qui sont la gratification différée. Tout ce que l'on peut faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant qu'auteur, c'est de la gratification différée. C'est faire des efforts continus pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour obtenir derrière une gratification différée dont l'effet cumulé peut être exponentiel. Très bon point, Rémi. À long terme. Très bon point. Effectivement, il y a ce test du cookie qui est assez connu. Du chamallow. Voilà. Chamallow? Ouais, Il me semble que c'est du chamallow. Chamallow, t'as raison. C'est du J'ai chamallow. Ça ne parle pas, c'est quoi ce test? C'est un psychologue qui a fait un test où justement, enfin sur une batterie d'enfants, il présente, est-ce que tu veux un chamallow maintenant ou 2 chamallows demain, quoi. Ah oui. Et ceux qui Même pas choisissaient demain. Il devait attendre genre 10 minutes. ou c'était 10 minutes et ceux qui ont su très tôt en tant qu'enfant attendre se retrouver à être à avoir des réussites entre guillemets bien plus importantes à l'âge adulte. Parce qu'ils étaient déjà sensibles à cette notion de gratification différée. Ouais. Mais j'ai appris, alors j'ai entendu dire que l'éducation financière, ça allait venir au programme français à partir de la 4e au collège. On se marrer, hein. Une éducation financière transmise par des communistes. Alors de voir si ça donne, hein. Je crois que comme pour beaucoup de choses, faut pas compter sur l'école. Ça nous permet d'apprendre. Voilà. On apprend à apprendre. C'est ça. Et donc, alors pour revenir effectivement sur le compte titre ouvert, alors j'ai pas fait ça pour mes filles, à vrai dire. Pour moi je l'ai fait pour mon neveu que je ne vois que très peu, donc c'est une manière de transmettre des choses. C'est très intéressant d'aller chercher des actions qui comprennent, parce que pour l'instant j'ai pris du gold, j'ai pris de la small cap. J'ai pris du Bitcoin. Pour tout vous dire, tout vous dire, moi j'ai pris 2 ETF. En fait, j'ai pris un ETF World à 80% et un ETF émergent à 20% sur où les dividendes sont redistribués dans l'ETF pour voilà, que j'ai pas d'imposition dessus. Pour le moment, c'est comme ça. Mais après, à terme, de toute façon, il fera ce qu'il veut. Hein. Il pourra me dire, papa, c'est bon, c'est à moi. Non, t'es plus mandataire. Et oui, voilà, on peut d'ailleurs ouvrir un compte titre qui est vraiment au nom de notre enfant. Moi, du coup, l'ai fait pour. Ah oui, bien sûr. Absolument. C'est vraiment à son nom, quoi. Alors, bien sûr, le parent est mandataire de manière à pouvoir effectuer des opérations. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et alors, je voudrais partager un autre tip qu'on avait évoqué il y a de ça 2 semaines avec Rémi. Pour ma part, j'ai créé une boîte email temporelle pour mes 2 filles où en fait, parce que il y a des choses aujourd'hui que je vis en termes d'expérience avec l'argent en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, où je vais oublier et où je ne me rappellerai pas dans 15 ans, 20 ans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, en fait, ce que je leur fais, c'est régulièrement, je leur fais des messages où je leur dis, ben voilà, en ce moment, moi j'ai vécu ça, voilà comment je l'ai vécu. Alors, pas que sur l'aspect entrepreneur, investisseur, hein, bien sûr, en tant que père aussi, parce que parfois on a des réactions où on s'en veut, on n'est pas à l'aise avec ça, et on espère que potentiellement ça va beaucoup les marquer, eux, bon, d'apporter un éclairage sur ce parent. Comme un journal de bord. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et je pense que voilà, je transmets ce que je fais, si certains veulent s'en inspirer, parce que sur l'aspect notamment aussi financier, d'avoir un témoignage pendant le parcours, c'est différent à l'arrivée, quoi, je dirais, parce qu'on transforme ses souvenirs, de toute manière, on transforme la manière, on va rationaliser certaines choses qui, sur le coup, ne l'étaient pas forcément. Et donc, ça a vocation pour les enfants à consulter la boîte mail plus tard, c'est ça? C'est ça. En tout cas, moi, tel que je l'ai conçu, c'est... Alors, je ne sais pas exactement à quel âge, je me laisse juge dans le futur par rapport à ça,
mais c'est à un moment donné de leur ouvrir l'accès à tous ces messages. Donc, je reviens, voilà, l'importance de l'épargne et de l'investissement, effectivement, en fait, d'avoir quelque chose qu'ils possèdent. Et potentiellement, d'ailleurs, leur expliquer. Je pense que ça peut être intéressant de leur expliquer les prises de position dans le compte titre. Même s'ils ont 4 ans, 5 ans, ça commence déjà, on insuffle, on va dire, dans leur inconscient, dans leur hardware, en fait, déjà des éléments, des termes financiers et des idées par rapport à ça, couplés avec l'ouverture d'un compte titre. Je trouve ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Et quitte à réduire, on va dire, les cadeaux, puisque de toute façon, ils en ont trop des jouets, et de consacrer une partie de cette allocation financière pour les jouets à l'accumulation de capital sur un compte titre, je trouve ça extrêmement intéressant comme pratique. Et en le couplant aussi avec même une participation, des explications de, bah voilà, voilà pourquoi j'ai acheté McDonald's. Les gens ont tendance à vouloir se faire du mal et ils continueront à le faire. Donc, leur expliquer les raisons par rapport à ça. Alors, comment les parents peuvent-ils rendre l'apprentissage de la finance plus attrayant et intéressant pour leurs enfants? Alors, il y a par le jeu, effectivement, bien sûr. Ça me paraît absolument essentiel. Et il me semble que, notamment dans ton livre, toi, Fabien, ça tourne justement autour de cette thématique. Oui, bah alors en fait, si tu veux, moi, c'est vraiment par le jeu. Et moi, je pense qu'en fait, c'est un accompagnement que tu dois faire tout au long de la vie de l'enfant. Et par exemple, moi, je détecte à peu près 4 catégories à mon niveau, en tout cas. C'est-à-dire que par exemple, de 3 à 7 ans, tu vas pouvoir aider les enfants grâce à des outils comme l'argent de poche, une tirelire. Tu vas pouvoir faire la liste des courses avec eux et ils vont te suivre faire la liste des courses. Ils peuvent faire aussi une liste de souhaits d'anniversaire. Tu sais, tu découpes dans un journal, enfin, l'enfant découpe dans un journal ce qu'il souhaite. Tu vois, donc ça permet déjà d'éveiller un petit peu ses désirs, transmettre des valeurs, etc. Donc ça, c'est plutôt la tranche 3-7 ans. Et après les 7-12 ans, c'est plutôt toujours les jeux de société, tu vois, comme la bonne paye, Monopoly. Bon, ça, je pense que tout le monde y a joué parmi nous. Planifier les vacances ensemble, tu vois. Ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir une vision un petit peu de budget, tout en augmentant un peu l'argent de poche. Là, il commence un peu à apprendre à prendre des décisions, fixer un peu des objectifs, des priorités. Voilà, utiliser consciemment son argent. Et après, tu serais plus sur le 12-16 ans, où là, par exemple, bon, il y a toujours l'argent de poche, tu as la carte de débit, montrer comment le potentiel de gain, hein, comme tu évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, toujours les jeux de société. Alors, je sais pas d'ailleurs si vous connaissez le jeu de société de cash flow. Ouais, bien sûr, je l'ai à la maison. Ah, d'accord, je ne l'ai pas moi encore, mais d'accord. Pour nos éditeurs, c'est le jeu qu'a créé Kiyosaki. Voilà. Ouais. On le trouve facilement en anglais. En français, je ne sais pas s'il y a eu de. Je crois pas qu'il existe en France. Dans son bouquin, Le Guide pour investir, Robert Kiyosaki, justement, souligne le fait qu'à un moment donné, il prend ses étudiants et il leur dit à chacun de prendre une corne, s'attacher autour du cou, puis autour des orteils, de façon à être à 45 degrés. Et une fois qu'ils se retrouvent dans cette situation, il leur dit maintenant, vous savez ce que c'est que de vieillir, n'attendez pas d'être dans cette situation-là pour penser à vos vieux jours. Et je trouve ça assez intéressant de faire ne serait-ce que cette atelier-là avec ses enfants. J'adore le fait d'inclure dans le processus. J'ai très rapidement été impliqué dans le processus de gestion de biens immobiliers dans ma famille, etc. Et ça m'a donné plein de pièces très intéressantes. Je pense que c'est essentiel. Et le dernier point, c'est que j'aime beaucoup, c'est Freud qui différencie le principe de réalité et le principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est quand on a l'impression que quand on découvre la carte bleue en tant qu'enfant, que finalement c'est une carte où on peut retirer de l'argent de manière illimitée. Le principe de réalité, c'est quand on prend le mur de ce qu'on appelle un découvert, quoi. Et je pense que d'une manière générale, un enfant doit, comme un adulte qui se développe, se confronter à des murs pour se développer. Donc, il ne faut pas non plus chercher à épargner l'enfant des erreurs qu'il doit faire avec l'argent pour comprendre des leçons essentielles. Voilà, en dépensant malencontreuse de l'argent, mais bref, l'amener à souligner les erreurs qu'il a pu faire. Je pense que ça peut être d'autant, en le laissant les faire, peut-être d'autant plus intéressant que d'essayer de ne pas Très intéressant. Parce que, non, effectivement, non, mais tu as raison. C'est en fait l'obstacle et le chemin.
Donc, de lui faire ses erreurs le plus tôt possible et surtout lui en faire tirer des leçons me paraît essentiel. Tout à fait. Au niveau des erreurs courantes que vous voyez les parents faire quand il s'agit d'éduquer les enfants sur la finance. Déjà, c'est ne pas en parler déjà. Je pense qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de parents qui parlent pas, je pense, d'argent. Et du coup, ça, c'est un gros problème, en fait. Par peur, par pudeur, je sais pas exactement. Peut-être que Rémi peut en sait plus à ce niveau-là, mais C'est notre héritage culturel catholique où finalement le riche est le mauvais parce qu'il est cupide et le pauvre est bon parce que le Christ était pauvre. Mm. Quand c'est les protestants, notamment du côté américain, lorsque tu gagnes beaucoup de blé, tu accomplis la volonté de Dieu parce que tu deviens philanthrope à la fin et donc à ce moment-là, c'est mieux. Je suis catholique hein, d'éducation, donc je tape pas sur les catholiques parce que je suis protestant ou autre. Mais bref, je pense que ça, c'est purement culturel. Et il faut savoir prendre la distance vis-à-vis de sa culture pour profiter des très beaux points qu'elle nous offre et de mettre de côté celles qui nous pénalisent. Et je pense que notre vision de l'argent en France nous pénalise profondément en tant qu'individu. mm, Et ce que tu dis, du coup, est très juste. Et j'ajouterais également le fait de ne pas faire de l'argent un axe de punition ou de gratification dans le cercle familial. Le cercle familial doit, selon moi, rester neutre de ça. Et on ne doit pas gagner de l'argent au sein de la famille en faisant des choses pour la famille. Lorsque tu fais des choses pour la famille, ça s'apparente au don. Si tu as envie d'aller gagner de l'argent, tu vas le gagner ailleurs. Tu le ramènes dans la famille. Pour le Très donner. Ça, et je pense que ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, c'est de vraiment faire en sorte de ne pas du tout impliquer l'argent au sein du cercle familial. Et j'espère voilà, transmettre ça aussi. Merci Rémi. Je voudrais rebondir effectivement sur ce que l'on voit beaucoup, même dans les dessins animés pour enfants, des Disney, dans des films, avec cette caricature du méchant riche qui n'aide Avec pas. un cigare. Ouais, voilà, méchant riche qui écrase le gentil pauvre. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est assez désastreux en termes d'image, parce que comment avoir envie de posséder de l'argent? Alors toujours, je ramène au pourquoi en avoir, souveraineté, liberté, à pouvoir faire des choses, pouvoir aider des gens, pouvoir agir sur des situations ou si on ne les avait pas eu cet argent. Et quand je parle d'agir sur des situations, je prends un exemple personnel, mais dernièrement, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a besoin de 50 000 balles pour pouvoir, mais juste en mode pour pouvoir prouver un truc et après je l'ai récupéré et de pouvoir dire ok, ben je te les file. Je peux pas rentrer dans le détail, mais si au final je peux un peu rentrer dans le détail puisque c'est par rapport à Maurice. Ici, pour pouvoir obtenir certains permis, en fait, il faut que tu foules 50 000 balles sur un compte. Et ils n'ont pas à y rester. Tu vois, ils ont juste à être déposés. Et ensuite, ils sont récupérés. Et de pouvoir débloquer une situation comme ça où tu dis, bah, je te les file, les 50 000 balles. Tu les poses, ils ont leur truc, tu me les renvoies après, et puis comme ça, tu as ton permis, tu es content. Voilà, c'est juste un exemple, mais d'avoir cette capacité où moi, ça me coûte quasiment rien, et d'avoir de l'impact, en fait. L'argent donne la capacité d'avoir de l'impact et de faire des choses avec lesquelles on va être en résonance profonde, quoi. Souvent, on va faire des choses. Je prends un exemple là aussi avec personnel. C'est pas pour. Je suis un peu mal à l'aise avec le truc parce que je voudrais pas qu'on j'essaie de me faire passer pour un bon samaritain ou que ce soit. C'est pas l'objet du truc, quoi. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'on peut faire des choses comme ça auprès de son entourage où du coup on va se sentir bien par rapport à ça. Là, pareil, à un moment donné, dans la période Covid avec notre nounou en France, bon, ben, on lui a dit, ben, écoute, on prend la décision, nous, de ne pas te faire revenir, mais on a maintenu en intégralité son salaire. Alors qu'il y avait des trucs où c'était que 80%, etc. Mais voilà, bah, ok, bah, c'est la liberté de faire des choses comme ça, où du coup, on est en accord avec nous-mêmes. Je me dis, bah non, c'est injuste. On maintient la totalité, on a la possibilité de le faire, et je me sentirais pas à l'aise de pas le faire, quoi. Voilà, c'est un message que je veux donner aussi auprès de mes filles, de dire que ça te donne un pouvoir d'aider des gens dans ton entourage, d'avoir de l'impact, en fait, d'avoir des options. C'est très très juste. Enfin, moi, je te remercie de souligner ça parce qu'on entend énormément de gens qui veulent sauver la planète entière, mais qui ne sont pas capables de subvenir à leurs propres besoins.
pouvoir sauver la planète entière, pour pouvoir éradiquer la malaria ou que sais-je, comme ce que Bill Gates a fait avec sa fondation. Peut être critiquable à certains égards, mais il a quand même permis plein de belles choses. Enfin, l'étape numéro 1, c'est quand même de subvenir à ses propres besoins, ensuite d'avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins des personnes qu'on aime, et ensuite on réfléchit aux ours polaires, quoi. Mais, mais dans le sens inverse, c'est plus compliqué. Et à moins de s'appeler Gandhi, ça marche quand même, en règle générale, moins bien, quoi. Ah, c'est comme dans l'avion, hein, tu t'aides d'abord et après tu aides ton enfant et les autres. Bah ouais, parce que c'est juste statistiquement plus efficace. Plutôt les cas où l'inverse est vrai, c'est l'anomalie statistique. Donc, Ouais, ouais, absolument. C'est très bien de le souligner parce qu'il y a toujours des gens qui diront ah oui, mais regarde telle personne. Mais c'est une anomalie statistique, absolument. Et ça ne doit pas être utilisé comme excuse, quoi. Alors, je reprends la question d'origine sur les erreurs courantes. Donc, effectivement, ne pas en parler. Ensuite, de pointer du doigt ceux qui ont de l'argent, justement. Ça, c'est catastrophique. Comment se dire, j'ai envie d'en avoir si on se dit que ceux qui en ont sont des personnes horribles, quoi. Forcément, ça marche pas. Quoi d'autre? Est-ce que vous verriez... Ah, en fait, je voulais préciser un autre point parce que j'avais participé à un podcast justement où des enfants intervenaient sur l'argent et en fait, il y a un enfant qui expliquait que son frère lui avait piqué de l'argent dans sa tirelire pour pouvoir acheter quelque chose, etc. Et en fait, juste préciser qu'il ne faut pas banaliser ce genre de geste. Tu vois, par exemple, tu as une situation comme ça, c'est d'en parler dans le cercle familial et dire pourquoi voilà, il ne faut pas faire ça et pas juste laisser passer la chose, tu vois, sans forcément non plus que ça soit trop rigide, hein, mais tu vois, ce genre de situation, mine de rien, ça fait partie aussi peut-être d'inculquer des bonnes manières, des bonnes gestions. de valeur. Et d'ailleurs, justement, ce que tu disais, Rémi, tout à l'heure par rapport à la richesse, alors tu avais toutes les réponses possibles, c'est-à-dire qu'un enfant va dire ah bah riche, c'est à partir. Alors on leur disait justement à partir de quand tu es riche. Alors il y en a, ils disaient je suis riche parce que j'ai de l'amour de mes parents. Et l'autre, il disait bah je suis riche parce que c'est 1 milliard. Et l'autre lui disait bah pourquoi 1 milliard? Bah, c'est comme ça. Et l'autre, c'est 1 million. Donc au final, tu te rends compte que voilà, c'est complexe. Tu parlais, Cédric, également du fait de ne pas pointer du doigt. Je pense qu'un des gros déclics qui m'a donné envie d'avoir du blé, c'était un voyage que j'avais fait à Singapour. Je devais avoir 8-10 ans. Ouais, tu m'en as parlé. Et ça, ouais, je suis arrivé à Singapour chez un de mes oncles qui est conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires. Et j'avais du coup mon cousin et ma cousine qui ont globalement après mon âge, qui vivaient là-bas. Ils vivaient dans un condominium absolument hallucinant. Chaque enfant avait sa salle de bain privée. Il y avait une nanny, il y avait une piscine olympique avec de la mosaïque au fond. Et ça m'a vraiment donné envie quand même d'avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, je pourrais aller vivre à Singapour, je ne le fais pas parce que je suis très bien là où j'habite dans le nord de l'Europe. Mais je suis ravi de m'être offert cette possibilité-là, le fait d'avoir le choix. Et on y a retourné d'ailleurs à Singapour là, il y a quelques mois avec ma compagne. Ça a fait plaisir. Je pense que ça a été un des éléments déclencheurs. Donc ça peut être aussi intéressant d'alterner. Mais j'ai beaucoup alterné aussi pendant mon enfance entre des expériences dans des milieux modestes avec mes parents c'était important pour eux à faire énormément de randonnées en montagne, à camper, à faire des choses très, très routes. On a grandi à la montagne, en Ariège, etc. Mais également, en ayant ce genre d'expérience-là, j'ai vécu aussi des Noëls dans les écuries de Versailles avec ma famille, ce genre de choses. Et ça permettait vraiment à chaque fois d'alterner en matière de niveaux sociaux C'était très intéressant. Tu dis Rémi parce que justement, tu peux le faire même dans un avion, c'est-à-dire que tu prends une fois un billet business, on va dire, au lieu de déco, et puis tu te rends compte de comment on va dire la situation, on va dire. Tu vas te dire ah bah c'est sûr que c'est plus confortable. Comment je fais pour atteindre ça, mais régulièrement quoi. Et du coup, ça va te pousser. Je l'ai pas fait moi encore. Mais bon, après à terme. On a eu le débat avec Cédric dernièrement. Ouais. Du coup, je te rejoins sur ce principe-là. C'est un peu ce que tu évoques. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi, en effet, parce que il faut savoir alterner, ouais, tout à fait. Et de la même manière, et même quand tu as du blé, c'est intéressant, je trouve, d'alterner aussi en termes de niveau, comment dire, de qualité de ce que tu prends, parce que si tu es constamment habitué aux 5 étoiles, le moindre détail qui va mal se passer dans ton 5 étoiles va te rendre fou.
Alors que si tu as l'habitude d'alterner le camping avec tes amis d'enfance et de temps en temps des super hôtels avec tes potes entrepreneurs ou autres, et que finalement tu alternes, tu es constamment ravi de retrouver chaque milieu pour des raisons différentes. Et ça te permet de te rappeler aussi de la chance que tu as, ce qui est important pour son niveau de bonheur. Excellent. Merci beaucoup Rémi pour ce retour d'expérience et justement cet éventail de typologie d'environnement et ouais, de type de, enfin voilà, pas forcément lié à des choses qui coûtent extrêmement cher. Merci beaucoup parce qu'effectivement c'est une vraie question quoi. C'est ok, bah t'as tes enfants qui ont été habitués à voyager en business en permanence et puis tu fais quoi à 18 ans, tu vois? Ok, il va d'un seul coup, c'est dire bon bah voilà maintenant nous c'est en business et toi par contre tu prends Ryanair, tu vois. Bah ouais. C'est une vraie question quoi. C'est une vraie question Mm. et effectivement est-ce que la violence de cette de ce contraste, voilà c'est est-ce que alors typiquement on l'évoquait avec Rémi hein, parce que du coup c'était en décembre dernier où j'avais dit ok on va faire en classe éco pour revenir en France et je me suis dit ok avec la famille plus jamais. Donc mais c'est vrai que en même temps ça leur permet aussi de dire bah vous voyez d'habitude pour les gens habituellement c'est comme ça que ça se passe. Donc de savourer aussi le contraste et la différence qu'il y a quand de savourer ce qui est pour eux de l'ordinaire en fait. C'est important. Mm. La grosse baffe, je me souviens avoir pris une très grosse baffe à ce niveau-là. Après, j'ai dirigé un projet humanitaire à Madagascar. Et pour rentrer du sud de Madagascar, on était dans un village qui s'appelait Manguili à Tanarivo. Il y avait 2 fois 12 heures de taxi brousse. On était 20 dans un Mercedes Sprinter, quoi. Et donc, on a fait ça. Ensuite, je rentre à Paris. Et il fallait que je fasse Paris-Besançon. Et Paris-Besançon, je l'avais fait, j'étais étudiant en flexibus. Et là, enfin, j'avais halluciné de la qualité du flexibus à ce moment-là, par contraste. J'ai vraiment cette sensation d'apaisement d'être dans un flexibus, seul sur ma place, confortable, une ceinture de sécurité, qui a toujours été très important pour moi. J'ai une version au risque vraiment très basse. C'était marrant. Et je pense que ces notions de contraste sont importantes. Et après, tu disais, tu soulignais, Cédric, que tu avais peur du contraste qu'elles allaient vivre. Je pense que si tu as eu l'habitude d'alterner, le contraste est moins dur. Le plus difficile, c'est si tu les habitues constamment à un certain standard. D'autre part, la violence du principe de réalité, enfin, la vie, elle est violente, hein. Ouais. Et il vaut mieux qu'ils se confrontent à ce genre de petits gaps avec toi que sans toi, hein, parce qu'on la connaît la vie. Quoi. Quand on se prend des tartes, ça peut faire mal, quoi. Même effectivement, si c'est aussi violent que ça quand ils ont la majorité, en fait, ça peut même provoquer une réaction de rejet et de colère envers ses parents en disant mais vous pouvez me donner de l'argent pour que j'ai pas à vivre comme ça, à subir ça. Et donc d'anticiper cet aspect-là, je trouve ça ouais, merci, ça apporte à ma réflexion. Pas si simple en tout cas. L'éducation, non, c'est complexe. Alors, est-ce que vous avez des ressources, des outils qui peuvent aider les parents? Alors, bien sûr, il y a vos livres. Hein, et encore une fois, je rappelle qu'il y a les liens en description. Et alors, on a parlé de jeux déjà. Effectivement, vous avez le jeu du cash flow de Kiyosaki, qui d'ailleurs a une version online, pour information. On peut même jouer à plusieurs avec des amis. Donc, bon, ça fait un moment que je ne suis pas allé la voir. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques années, elle était disponible. Des jeux. De toute façon, ouais, tu as toujours les jeux classiques, hein, Bonne Paye, Monopoly, comme tu dis, cash flow, l'argent de poche, également faire des budgets avec ses parents, donc des choses au final qui coûtent pas très cher pour une éducation. Hein. Là, il n'y a rien de moins à moins, enfin, tout est à moins de 20 euros, quoi, sauf peut-être le jeu cash flow. Mais... Kiyosaki, je crois qu'il est dans les 100 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il est un petit peu plus cher. Hein, mais je pense que ouais. Et après, Rémi, peut-être tu as d'autres aussi. Ah, sur ces notions de ressources purement financières, je te rejoins complètement. Hein, donc, la notion de ressources financières, c'est le degré 1, c'est jeu, Monopoly, bonne paye, c'est selon moi essentiel. Et l'autre point qui va vraiment induire, selon moi, des bonnes habitudes financières, mais également en matière de santé ou autre, c'est la notion de gratification différée. Et pour ce faire, j'invite déjà tout parent à lire le livre Atomic Habits.
Un rien peut tout changer en français, qui permet pour soi-même déjà mettre en place des habitudes, parce que, comme vous l'avez très bien souligné, hein, les enfants ne nous écoutent pas, ils nous regardent. Donc, si vous avez des bonnes habitudes et que ça leur prouve que les bonnes habitudes induisent le fait que vous êtes en bonne santé, ce sera déjà un bon point. Et ensuite, éventuellement, de faire des projets avec eux dans la durée, où ils voient l'évolution petit à petit du projet. Mm. Je me souviens de cabanes que j'ai pu faire avec ma sœur, qu'on a construit pendant des mois, de choses comme ça qui, je pense, sont fructueuses, tout simplement. Mais en tout cas, cette notion d'habitude, qui va induire du coup de la sensibilisation à cette notion fondamentale de la gratification différée, fait partie des points fondamentaux finalement de cette notion d'éducation financière. Et justement, Cédric, toi, est-ce que tu as mis en place une tirelire éducative comme le concept qui est développé dans plusieurs pays, là, aux États-Unis, où tu as une tirelire avec 4 fentes, mais tu vois, chaque fente, c'est dépenser, économiser, investir, donner. Est-ce que tu as mis en place ce genre de concept ou pas du tout Non, au non, niveau non. argent de poche, hein, Ouais, alors pour l'instant, elle n'a pas d'argent de poche. Et c'est une vraie questionnement de est-ce qu'elle doit en avoir. Mon épouse n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Enfin, moi-même, je suis pas d'accord avec moi, à vrai dire. C'est une question de savoir est-ce que je veux qu'elle ait de l'argent de poche. Mon épouse, elle, pense que non. Et je sais pas, je sais pas. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas encore. Moi, je pense à des trucs du genre, ok, pour son anniversaire, lui dire, ok, ben il y a tant de budget et on va prévoir l'organisation de l'anniversaire ensemble et tu vas allouer le budget. Ouais, mm. À des choses de ce type. Alors bon, en dehors des cadeaux, parce qu'il faut quand même que ça reste une surprise. En tout cas, ça me paraît quand même plus sympathique comme ça. Mais sur l'aspect argent de poche, je ne sais pas. Voilà, vraiment c'est ça, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me décider. Bon, ça fera l'objet d'un débat, mais de toute façon, là, pour l'instant, elle a 5 ans, ça me semble encore tôt, quoi. Ça va vite arriver, hein, donc il va falloir se décider. Ouais. Et alors, question subsidiaire. Fabien, toi, est-ce que tu as une expérience de quand tu étais jeune ou quelque chose qui a nourri à un moment donné, qui a servi de levier dans ce déclic de dire, OK, maintenant, je vais m'intéresser à mes finances, maintenant, je vais m'intéresser à l'investissement, à la gestion de l'argent. Alors, tu me dis ça, mais c'est arrivé il y a 4 ans, en fait. Donc, si tu veux, c'est assez récent. Parce que, comme je te le précisais au début, en fait, j'ai pas eu, moi, forcément d'éducation financière qui a été faite par mes parents, même si j'ai pas été à plaindre, j'ai eu beaucoup d'amour, voilà, je manquais de rien, etc. Mais c'est vraiment, en fait, il y a 4 ans où j'ai commencé un petit peu, alors, pour t'expliquer un petit peu, en gros, on a fait un groupe. Pardon. Pardon, le sens de ma question, c'était de savoir si tu avais tiré des choses maintenant, tu vois, au début Ah, oui, d'accord. des choses de ton enfance en disant, OK, qui ont nourri cette faim, en fait. Enfant, non, c'est plutôt, je te dis, à l'âge adulte où il y a eu des choses qui ont fait que, par exemple, bah, voilà, mon père est mort assez jeune et donc je pense que ça, plus le fait de m'être renseigné sur tout ce qui était un peu investissement, etc., bah, ça m'a projeté dans le fait d'être libre, de profiter des moments simples avec ma famille ou des choses comme ça. Donc c'est plus ça qui m'aurait marqué. Je peux répondre à ta question de cette manière. OK. Et donc, tu allais dire que t'avais créé un groupe? Non, oui, juste, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, j'ai commencé il y a 4 ans parce qu'en fait, avec un ami a créé un groupe avec 6 autres amis pour essayer en gros, d'acheter un appartement pour avoir une rente à côté de notre travail. Et en fait, c'est de là que tout a commencé, en fait. Donc, on a fait des réunions tous les mois. Pendant 6 mois, après, ça s'est arrêté. Mais moi, j'ai pas arrêté. J'ai continué, voilà, à me renseigner sur Internet, à lire des livres, à me former, parce que c'est hyper important de se former, je trouve, même si moi, de ce que je vois quand même beaucoup dans les réseaux ou sur Internet ou même dans les médias, les formateurs sont vus un peu comme des personnes, des diables, quoi, on va dire, parfois. Vendeur de rêve. Et voilà, un peu ça. Moi, je pense tout le sens contraire, mais bon. Et du coup, bah, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à changer complètement ma mentalité, à investir en immobilier, en bourse, en crypto et autres, et qui font que maintenant, bah, je vais pouvoir, grâce à ça, bah, instruire correctement mon enfant dès le plus jeune âge, ce que j'ai pas forcément eu moi au début. Donc, je rattrape le retard, on va dire, mais lui, à moi, entre guillemets, à mes connaissances, il pourra, je l'espère, bah, s'en sortir plus rapidement et avoir les mécanismes dès le départ. Eh ben, on arrive. Alors, je sais pas si tu voulais rebondir par rapport à ça, Rémi, de ton côté.
Ok, on en arrive du coup à l'ultime question qui est, pareil, transition naturelle avec ce que tu viens d'évoquer, Fabien. Bah, une histoire personnelle, partager une histoire personnelle sur la manière dont l'éducation financière a un impact positif dans votre vie. Justement, je pense que par rapport à ces 4 dernières années, tu as remonté en Oui. compétence par rapport à ça. Ça serait intéressant de savoir si ça a eu des effets. Alors moi, il y a un truc auquel je pense automatiquement, mais je te laisserai, je te laisserai réagir par rapport à ça. Mais où ça a amené des choses en fait positives dans ta vie d'une manière générale. Bah, en fait, si tu veux, tout ce que j'ai investi là, en fait, ce que ça va m'apporter, c'est ça? Un impact positif Ouais, d'avoir le fait de te dire, ok, je monte en compétence sur l'éducation financière, en comment ça a eu un impact positif sur ta vie? Bah, en fait, si tu veux, pour le moment, parce que je suis vraiment là en phase d'investissement, donc en fait, j'augmente mon salaire, je réduis un peu mes dépenses et j'investis énormément. Donc, pour le moment, je suis vraiment en phase d'investissement. Donc, je sais que ce que je suis en train de créer en termes de patrimoine, de rente, va me servir, parce que moi, j'ai un objectif à peu près dans 5 à 7 ans, euh, pour justement me mettre plutôt en retrait au niveau de mon poste actuel de formateur, peut-être en partiel, complété par des rentes et profiter un petit peu plus de la vie, comme je te disais, parce que notamment mon père qui est mort jeune, donc je ne veux pas forcément reproduire ce système-là et en profiter un petit peu plus. Aussi, tout simplement, avoir la gratification d'avoir écrit un livre comme celui-ci que tu m'aurais dit que si je l'avais écrit il y a 10 ans, elle t'aurait dit c'est pas possible. Et donc, ça, c'est vraiment une gratification par rapport à ça. Et le fait aussi de gratification de transmettre prochainement, enfin plus tard, un patrimoine à mon fils. Et en même temps, nous permettre de profiter de choses, de réaliser certains rêves que l'on a, en fait, hein. Parce que, bon, de toute façon, tout revient à la même chose. C'est-à-dire que l'argent, c'est un outil pour réaliser ses rêves pour moi, au final. Et l'enfant a des rêves et souvent, l'adulte les perd. Moi, j'aimerais les récupérer. Voilà, simple. J'ai plusieurs exemples. Déjà, avant que je me mette à gagner de l'argent, avant que je me mette à gagner de l'argent, quand j'étais étudiant, je me souviens j'ai fait un stage de 6 mois en Nouvelle-Zélande en big data et on n'était pas très bien payé. J'étais étudiant et mon père m'envoyait juste de l'argent pour vivre en soi, quoi. Mais j'avais déjà ces habitudes d'épargne de précaution et de projet. L'épargne de projet n'était pas très grosse. Par contre, j'avais 1500 euros d'épargne de précaution. Et notre dernier jour, donc en Nouvelle-Zélande, avec ma compagne, on se retrouve et donc il fallait qu'on prenne un avion interne à la Nouvelle-Zélande, puis ensuite on avait un avion de Auckland à Pékin et de Pékin à Paris. Et cet avion donc interne à la Nouvelle-Zélande, on s'est trompé au niveau de la date. Donc on s'est retrouvé à l'aéroport, finalement, à pas avoir. Notre avion était sur le tarmac, il allait démarrer et à ne pas avoir de billets. Sauf que derrière, nos billets n'étaient pas modifiables, ceux d'Auckland à Pékin et de Pékin à Nouvelle-Zélande. Et les prix étaient très importants parce que on avait traversé la moitié du globe. Et donc, il fallait réagir sur le moment. Et donc, ma compagne sort sa carte bleue. Il n'y avait pas assez de sous dessus. Les plafonds n'étaient pas assez hauts, etc. Donc, on n'a pas pu le payer. Je prends la mienne. Et on a pu payer des billets un petit peu chers. Il me semble que les 2 billets, on s'en est sortis pour 350 euros chacun. Donc, c'était quand même 700 euros. Mais grâce à cette épargne de précaution, on a pu ne pas louper nos vols. Et on a pu, du coup, rentrer sans avoir à déplacer nos billets ou que sais-je, Pouvoir de négociation. comme écueil. Ouais. Donc, ça nous a donné un pouvoir de négociation. Et ça, c'était juste grâce à une petite épargne de précaution d'étudiant. Et ensuite, quand je me suis mis à gagner de l'argent, ça m'a permis de conserver un niveau de vie très raisonnable par rapport à ce que je gagne. Ça m'a permis aussi de mieux penser une question qui est centrale pour les chefs d'entreprise, qui est la gestion de sa trésorerie. Parce que finalement, tu vois, les bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui, Fabien, grâce à ce qu'on a pu mettre en place, beaucoup d'entrepreneurs les oublient quand il s'agit de leur entreprise. Et moi, justement, j'audite beaucoup de boîtes pour mettre en place des bons processus d'allocation de capital afin de s'assurer d'immortaliser un business qui, en règle générale, ne vit que grâce à une seule activité d'exploitation qui, fondamentalement, peut se retrouver à passer l'arme à gauche sur une perspective de 5 à 10 ans. Alors qu'en utilisant bien ces flux de trésorerie et en les réinvestissant, eh bien, tu peux te retrouver à réellement immortaliser une entreprise, un conglomérat qui a du blé dans l'immobilier, des participations dans d'autres entreprises, etc. Donc aujourd'hui, il y a une application très pratique à cette éducation financière, mais même avant, ça m'a sauvé la mise à plusieurs reprises, quoi. Merci pour ces partages à tous les deux. Écoutez, on est arrivé au bout
du coup de cette intervention. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de pouvoir échanger sur cette thématique. J'espère que vous avez apprécié, vous qui avez écouté, regardé, likez, partagez la vidéo. Je pense qu'il y aura plein de gens autour de vous qui seront heureux de découvrir le contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi la possibilité de suivre Rémi sur sa chaîne, notamment Parlons Long Terme, que vous trouverez le lien en description vers celle-ci. Fabien, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on pourra mettre ton lien vers le LinkedIn que tu Voilà, as j'ai un compte Instagram en fait où je diffuse en fait des ressources, des outils en vue d'éduquer en fait financièrement ses enfants. Voilà, je partage différents outils, que ce soit tout simplement des chaînes télévisées qui parlent d'éducation financière, des dessins animés, des objets pour enfants, etc. Donc régulièrement. Excellent. C'est Fabien.Piombini. Voilà. On mettra le lien en description. Voilà, j'ai pas ouvert de chaîne YouTube, c'est pas forcément prévu, mais voilà, j'apporte, on va dire, ma pierre à l'édifice par ce biais-là. Tu sais où la vie va t'amener encore, hein. Ça, c'est sûr, on sait jamais. Merci beaucoup encore à tous les deux. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir aussi par rapport aux questions qui ont pu être posées. Et puis, à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir à tous.